Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Brian, comment vas-tu? En forme, matinalement bien. Et toi, comment vas-tu? Ouais, tu m'as dit que ton horloge interne t'avait réveillé aux heures habituelles, alors que hier, de par mon anniversaire, on est allé dormir un tout petit peu plus tard. Hum, Donc, hum, hum. moi, ça va, mais je crois que je vais avoir un petit coup de barre là quelque part dans la journée. Aujourd'hui, on passe au travers de la carte principale de l'UFC 294 et c'est en partenariat avec unibet.fr, donc générique. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 euros de bonus sur ton premier pari. Comme toujours, les amis, notre lien en description vous offre un free bet qui va jusqu'à 100 euros. Si vous vous inscrivez et si vous vous lancez dans les jeux, s'il vous plaît, faites-le de manière responsable et faites-le de manière récréative. Ça doit être ludique, ça doit vous pousser à vous renseigner davantage sur votre passion qu'est le MMA et pas pour un autre objectif. C'est interdit au moins de 18 ans. Brian, je propose qu'on se lance direct parce que chaque combat de la carte principale est vraiment, vraiment sympa. Ouais, ouais. Écoute, très intéressante cette carte et j'ai hâte d'en débriefer parce que on va avoir pas mal de questions sur ce qu'on pourrait appeler des dogger pass, tu vois, ouais. C'était très difficile de réfléchir à tout ça là. Ouais, parce que là, je regarde, on est que dans des cas de figure où on est au-dessus de 70-30. Ah, c'est dingue. Donc, c'est Non, le genre de carte où tu passes sur les underdogs ou bien tu passes sur des combos, des parlays, ah un bah peu. écoute, moi j'ai pas fait ça du tout. Ou bien tu vas dans le détail, quoi. Tu prends Ouais, sur le favori, mais tu fais nos petits boosts qu'on aime beaucoup. Et là, je vois ta tête qui exactement, réagit. exactement. Allez, j'ai hâte qu'on en débriefe et on va commencer directement avec Saïd Nurmagomedov contre Muin Gafurov. Saïd Nurmagomedov était à 1,38 quand j'ai pris les notes hier soir et Muin Gafurov à 2,95. J'ai regardé, je pense que ça a bougé ce matin. 2,80 Oui, ça pour. s'est ça s'est légèrement rapproché. Donc maintenant, on est à 1,41 pour Saïd Nurmagomedov et 2,80 pour Gafurov. On est sur un 70-30, grosso modo. J'imagine qu'on se rapproche un tout petit peu plus du 65-35 avec le mouvement de ligne. Alors, Mhm. comme d'habitude, on fait un petit descriptif de l'un et de l'autre et puis on part sur ce qu'on pense. Donc, Saïd Nurmagomedov, c'est le Nurmagomedov qui n'est pas un Nurmagomedov, si vous voyez ce que je veux dire. Il a le même nom, mais il fait pas partie de la famille. Mhm. Ça se ressent. J'ai pas envie de dire que ça se ressent au cage parce que maintenant même certains frères Nurmagomedov commencent à avoir un style différent. On a parlé de celui qui est au Bellator qui voilà Qui est qui est vraiment. plus complet, ouais, qui a un aspect plus complet. Enfin Euh, Makhachev aussi, il commence à avoir un bon Ah pied-point ouais, donc ouais. voilà. Non, pour moi un style, enfin voilà, plus porté sur le striking avec une très belle lutte plutôt libre, tu vois. Hmm, Et non, je pense qu'ils ont des histoires différentes et que ça se ressent dans leur style, tu vois. ouais. Mm. Alors pour Saïd Nurmagomedov, on est sur un palmarès de 17 victoires pour 3 défaites. Je suis en train d'ouvrir les pages en même temps. C'est un grand bantamweight en taille, hein. Oui, ouais. 1,73 m et une belle allonge de 1,78 m. Pour comparer directement, Gafurov, c'est 1,70 m, donc 3 centimètres de moins et 5 centimètres d'allonge en moins. Donc ça, ce sera à mon avis notable parce que je trouve que Saïd Nurmagomedov est plutôt du genre à bien gérer justement son morphotype par rapport à Mhm. la division. 4 victoires par KO, 5 par soumission, 8 à la décision, 6 victoires, 2 défaites à l'UFC. Il sort notamment de sa défaite contre Jonathan Martinez. Et avant ça, il avait quelques belles victoires, notamment contre Kakramonov, qui est un gros client selon moi. Victoire Mhm. par guillotine. Avant ça, contre Silva de Andrade, Cody Stamann. Donc voilà. Justin Scoggins à l'époque, hein, 2018, hein, Ah, qui ça était. remonte, ça. Ça Ouais, ouais. remonte. Mais en remontant, on voit que il a un palmarès qui n'a pas été construit. Non, je rigole. Ah C'est histoire de mettre une pièce dans la machine. Non, non, Comme on par le contre, disait, ce n'est pas un Nurmagomedov de la famille Nurmagomedov.
Non, mais il a un solide palmarès depuis le début, hein. Ouais, Un ouais, premier ouais. combat contre un 4-0, quatrième combat contre un 8-2. Très rapidement, il était à 3-0, il était l'ACB, tu vois, avec Ouais. une grosse organisation. Il était directement dans les grosses organisations et pas dans du régional. Ouais. Et très rapidement aussi à l'UFC, hein. Comme j'aime dire, c'est un gars qui a été construit à la dure. Bibulatov, sa défaite, il était à 6-0. Il était à 6-0. Bibulatov, il était chaud à l'époque. Je sais pas où il en est Il en est aujourd'hui. où maintenant, tiens? 23. 20 Ah, victoires, 3 il est toujours défaites. à l'ACA, tu vois. Mais Ouais. il reste très très bon. Il a été Sur- champion. Il a été Ouais, surtout à champion. cette époque-là, hein. Donc c'est vraiment, comme tu dis, construit à la dure. Et malgré qu'il ait 3 défaites, c'est pas des petites défaites. Même sur sa dernière défaite, il a pas, enfin voilà, il a pas à rougir de sa dernière défaite parce que c'était contre Martinez, c'est ça? Ouais, Martinez qui vient de gagner contre Ouais, Yanez ce week-end, et qui qui avait a, battu Cub Swanson juste avant et qui est aussi un nom à suivre de très très près, hein. Très c'est très très clair. très près. Et puis il a pas battu difficilement à à Yanez, hein. Pour moi, Non, il a c'est premier round, 29-28. ben non, c'était un TKO, hein, contre Yanez, hein. Ah, contre Yanez, tu Ah, parles. Pardon, je pensais que euh, tu parlais de contre Saïd. non, 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 je dis que sa dernière victoire contre Ah oui, Yanez, oui, c'était une destruction en un round, c'était plié quasiment. ouais. Ça a attendu le deuxième round pour avoir le finish sur le leg kick, mais on savait au premier round que le combat était terminé quasiment. Et d'ailleurs, la victoire de Jonathan Martinez contre Saïd Nurmagomedov, franchement, elle est controversée, hein. Elle est discutable. Bah ouais. Elle est discutable. Donc Mm. ouais, voilà, Saïd Nurmagomedov, un nom de la division, un des nombreux noms de cette division est incroyable. Gars, t'as pas envie de monter de division, toi, Ah quand tu vois bah, ça. Mm. Ah non, Euh, mais c'est la folie. Et en face, bah, Gafurov, on en a pas mal parlé, hein. ouais, Il était prévu pour affronter Taylor ouais. Lapillus. Et Donc on on en a en pas avait mal parlé, parlé. hein. C'est On l'a quelqu'un qui a bien vraiment étudié le aussi. niveau, ouais, quelqu'un qui a vraiment le niveau UFC, très complet, dangereux partout, plutôt Mm. opportuniste, hein, 10 victoires par KO, 7 par soumission, une seule par décision. Par contre, c'est Mhm. ça qu'on avait dit, hein, 18 victoires, 5 défaites, les 5 défaites à la décision. Donc, quelqu'un qui, Exactement. si on regarde juste son palmarès, on doit partir du principe que c'est quelqu'un qui, s'il ne trouve pas le finish, il a du mal à gagner à la décision. C'est comme ça que tu lis son palmarès, tu vois. S'il ne trouve pas le finish dans le premier round quasiment, hein, parce que sur ses victoires, c'est 10 victoires KO TKO dans le premier round, 7 victoires soumission dans le premier round, et, et après, t'as un TKO au deuxième round, 2 TKO au troisième round, tu vois. Donc Ouais. c'est le départ, quoi. Ceci étant dit, ces deux dernières victoires sont dans le deuxième et troisième round. Mm, Donc, tu as mm, mm, l'impression qu'il y a une petite évolution à ce niveau-là, qu'il est encore capable de ouais. peut-être mieux gérer son énergie, de sorte à pouvoir traduire son opportunisme Mm, sur mm, les rounds suivants. Donc, pour finir son profil, bah oui, on a dit 18 victoires, 5 défaites, 0-1 à l'UFC, 0-2 si on compte son Dana White Contender Series qu'il avait mm. foiré en 2021 par décision partagée. Au-delà de ça, bah, une de ses défaites à la décision, c'est contre John Lineker. Et là aussi, c'est une décision serrée, on va dire. Mhm. On peut aussi dire construit à la dure. Ouais, non, peut-être un peu moins Non, quand même. peut-être beaucoup moins, ouais. Ouais. Et par contre, ici, moi, ce que Oh je ne non. comprends non, non, non. Construit à la pas dure du tout, là. Ouais, construit à la pas dure du tout. Mais il est passé par les grosses promotions sur la deuxième phase de sa carrière, quoi. Il a bien Ouais, construit son palmarès au début et sur la deuxième phase de carrière, il est passé par les ouais. grosses promotions, LFA, Une fois One, qu'il etc., ouais, etc. ouais, tout à fait. Alors moi, Ouais, ce que ouais. je ne comprends pas, c'est l'UFC. Je trouve que le Tadjikistan est un pays qui est vraiment en voie de développement en MMA. Mmh. Ça me fait un peu penser à la Géorgie, tu vois. La Géorgie, aujourd'hui, il nous produit de très très bons combattants. Et je trouve que ce serait intéressant pour l'UFC de mettre genre un combattant inspirant du Tadjikistan pour encore booster et motiver leurs amateurs et débutants professionnels. Mmh.
Et si Gafurov, il lui donne pas un cadeau à son premier combat à l'UFC contre Castaneda, ensuite il lui propose Taylor Lapillus, ça tombe à l'eau, et maintenant il lui propose Saïd Nurmagomedov. Et moi, je me mets du côté des cotes de Paris pour un peu rapatrier Il a le toujours été sujet du. underdog, hein. Ouais, Il a toujours ouais, été underdog, hein, mais c'est ça? Hmm. bah non, parce qu'au Dana White Contender Series, il était ultra favori. Contre Castaneda, c'était un pick-em, donc c'était un 50-50. Contre Taylor Lapillus, il était léger underdog, et là, il est underdog modéré, on va dire. Hmm. Donc, Ah, ouais, Contender Series, oui. Ah oui, il tous les était deux sont large complets. favori. Juste pour refaire le profil, les deux sont complets, les deux sont capables de finaliser un combat. Les deux sont assez explosifs. Saïd Nurmagomedov, je le trouve peut-être un peu plus propre techniquement, Oui, un peu plus réfléchi dans la cage. oui. Et peut-être un peu plus capable sur la durée, un peu plus compétent sur Ah oui, la 100%. sur la durée, un peu plus dans la gestion d'énergie. Donc voilà, ça fait partie. Ce descriptif qui est très high level, j'ai pas besoin de rentrer plus dans le détail pour justifier pourquoi je suis d'accord avec ces codes de Paris. Ouais, moi je suis entièrement d'accord. Ouais, ouais, clairement, hein. Je le vois même Saïd Nurmagomedov encore plus favori que ne l'était Taylor Lapillus. Ouais, ouais, Euh, moi aussi. je pense que Saïd Nurmagomedov, techniquement en lutte et grappling sera supérieur, quoi. Ouais, Mm, mm, c'est en fait ça. Pour moi, Nurmagomedov est capable de gagner partout en fait. mm, Il, mm, mm. il serait Ouais, je pense capable aussi, hein. de dominer dans un combat technique debout, de rester safe, de pas se faire surprendre par un opportunisme de Mm, Gafurov. Et s'il décide d'aller au sol, là, la différence de niveau sera encore plus flagrante. je pense, Et oui. donc, je pense qu'il est vrai. C'est pour ça que je suis assez. Voilà, à moins d'un manque de lucidité à un moment précis du combat, parce que tu peux pas manquer de lucidité contre Gafurov, c'est directement le début de la fin. Mm, mm. Je crois que Nurmagomedov est capable, voilà, de l'emporter un peu de la manière qu'il veut. Et donc moi, mon hésitation, c'est pas spécialement sur qui mettre, c'est est-ce que j'ai envie de partir du principe que ça n'irait pas à la décision. C'est une cote Mm. qui m'intéresse parce que C'est une cote c'est. intéressante parce que on pourrait voir une erreur de déplacement du côté de Nurmagomedov qui tourne sur sa gauche, non sur sa droite plutôt, Mhm. et un Gafurov qui a des coups de pied retournés qui sont vraiment efficaces. Donc on pourrait avoir voilà ce genre d'impact qui arrive dans le premier round. Mhm. Et de l'autre manière, on pourrait avoir un finish très probable de Saïd Nurmagomedov dans le 2 ou 3, quoi. Ouais, 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 Ouais. c'est vrai que moi personnellement, je me suis abstenu d'un quelconque pari sur ce combat-là, Mhm. mais je pense que si c'est pas déconnant ce que tu dis. Ouais, moi je crois que je vais passer sur le trigger, j'ai déclenché quelque chose sur ce combat et je me demande si je vais pas faire un petit split entre la simple victoire de Nurmagomedov et avec le gain potentiel de ce pari, mettre un petit truc sur le combat ne va pas à son terme. Mhm. Je crois que ce sera fort engagé comme combat. En fait, c'est deux mecs qui rentrent quand même. Donc, deux mecs qui rentrent, deux mecs qui sont capables de finaliser. Bon, Min Gafurov ne s'est jamais fait finaliser, mais c'était pas loin. C'était pas loin au Dana White Contender Series. Et je pense que dans un autre combat récent, c'était pas très loin non plus. Donc, Mm. voilà, je crois qu'il faut aller, de temps en temps, il faut aller au-delà du palmarès, évidemment, et Ah oui, regarder un là, tout oui. petit peu plus loin. Et du côté de Nurmagomedov, pareil, en fait, c'est marrant. Il a jamais été finalisé. Donc, donc c'est pour ça que la cote est intéressante aussi. Je pense que statistiquement, ceux qui déclarent les cotes de Paris ils disent bon, ils sont jamais fait finaliser, donc on s'attend à une décision ici. Et la réalité, c'est que quand tu regardes leur style, tu te dis bon, il y a bien moyen que ça rentre dedans, que ça fasse des étincelles et qu'il y en ait un des deux qui trouve son ouverture sur le finish. Donc voilà, je vais valider Et ça au plus vite issu du combat, tu vois ça où cette cote-là? sur Donc ça serait unibet.fr. non, non, mais ne va pas à son terme, c'est ça?
C'est tout en bas. Tout en bas. C'est ta dernière Ah, combat à proposition. son terme. Voilà. Oui, 2. Et non, ouais. Elle est pas non plus ouf la cote. Ouais. Non, c'est pas. Non, mais Ça c'est reste. vrai que Ouais. c'est vrai que ça reste intéressant. Ouais, ouais. Ouais. Et tu ferais quoi pas en Je- combiné, en simple, hein. Non, simple et simple. Ok. Mm, Comme ça, si, disons que si Saïd gagne par finish, je brille. Si Gafurov gagne par finish, ça va. Si Saïd gagne à la décision, ça va. Et si Gafurov gagne à la décision, c'est là où je suis mal. Mais comme je vois, c'est ce que tu vois, c'est pour ça que j'aime bien cette mm, cote. C'est Gafurov n'a gagné qu'une fois sur 6 à la décision. Et donc ce combo de cotes, de double cote simple, m'intéresse mm. beaucoup parce que je pense que le moins probable de tous les scénarios possibles et imaginables, c'est Gafurov à la décision. Et donc j'aime bien. Maintenant, c'est à calculer comment je varie mes unités sur ces deux Là, tu paris mets 1. simples. Ouais, je vais voir parce que ça dépend vraiment. Tu as 1,41 et pour Saïd et 1,74 pour ne va pas à son terme. Donc je vais pas Si mettre tu mets... 1 et 1, tu vois. Je vais. Non, si tu mets 1 et 0,41, ça veut dire que s'il gagne, tu perds rien. Ouais. Si Saïd gagne à la décision, tu perds rien. Et, euh, Mais et j'aimerais trouver un truc où je gagne dans ah. 3 cas sur 4. Donc il faut que je Hmm. réfléchisse à ça, mais je vais pas le faire en plein podcast parce que sinon les gens vont me voir Ouais, réfléchir. Et ouais, bien comme sûr. c'est le matin, que hier on a fêté au resto et tout, je garde ça pour plus tard. Bon, en tout cas, ça reste intéressant comme combat. Exactement. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez un autre truc là-dessus. Et mais t'es bon, Brian. Les gars, abonnez-vous, likez la vidéo, c'est le moment. Ça fait un quart d'heure que vous nous écoutez là. Ouais. Ok, on passe au deuxième combat. Ikram Aliskerov, qu'on avait bien étudié aussi, puisqu'il devait combattre contre Nassourdine Imavov, rencontre Warli Alves, qui monte de division. On oublie souvent de le préciser. Ah ouais. Euh, ouais, c'est un welterweight à la base Mm. pour l'affronter. Bon, c'est pas un last minute parce que ça fait quand même bon, c'est un semi-last minute. Ça fait quoi? 3-4 semaines qu'on est au courant que ce sera pas Nassourdine. Mais bon, comparativement à Kamaru et à Alexander Volkanovski, ce n'est pas un last minute. Je vais commencer par présenter Warli Alves. Ah, pardon, d'abord les codes de Paris. Quand j'ai pris mes notes, Alice Kerov était à 1,17, Warli Alves à 4,75. Ça a encore augmenté. Je pense que Warli Mm. Alves est maintenant à 5,25. Mm. Ikram Aliskerov à 1,15. On était donc sur un 80-20. Aujourd'hui, on est donc à un 85-15. Mm. Donc voilà, Warli Alves, 14 victoires, 6 défaites. Le truc qui est écrit sur la première ligne de son CV, c'est j'ai gagné contre Colby Covington. Il a. Bah, c'est vrai, le Ouais. mec a mis une guillotine à Colby Covington dans le Oh premier là round là. après 1 minute 26, et ça, c'est le highlight de sa carrière. Et à ce moment-là, on se disait, eh, c'est quelqu'un ce Alves. Il venait de battre Alan Jouban, Nordin Nordin Taleb Taleb, ouais. et Colby Covington. 3 victoires Ouais, d'affilée ouais, qui sont ouais, ouais. vraiment pas mal. Et en plus de ça, il avait une victoire juste avant. Et il sortait de la saison 3 du The Ultimate Fighter. C'est lui qui l'avait gagné. Donc le mec avait gagné Ah, le The Ultimate Fighter. Il était sur 4 victoires d'affilée, dont 3 par guillotine. Et ouais. puis il perd contre Brian Barbarena, puis Alors contre là, Kamaru Usman. Brian Et Barbarena, je crois que ça a pas très bien vieilli, ça, non? non, ouais, ça va, hein. Barbarena, c'est. Ouais, ça n'a pas super bien vieilli, mais Non. Ouais, c'est un profil compliqué quand même, je trouve. ouais, c'est pas fou. Kamaru Usman, ouais. Donc ça, bon, ça a bien vieilli, enfin, c'est une défaite normale, on va dire. Ouais, Puis il normal. reprend 2 victoires contre des gars qui sont plus à l'UFC. Puis il perd contre James Krause, qui n'est Mhm. plus à l'UFC et qui est banni de l'UFC. Puis très belle victoire contre Sergio Moraes. Hein, il faut pas oublier qui c'est, hein, Sergio Mhm, Moraes. Moi, c'est quelqu'un que j'avais mhm. très très haut dans les potentiels future contenders. Puis une défaite contre Randy Brown, une victoire contre Mounir Lazzez. Mounir Lazzez, moi j'aime bien ce gars-là. Et là, il est sur 2 défaites d'affilée contre Jeremiah Wells et contre Nicolas Dalby à la décision partagée. Décision Oh, partagée. C'est surtout la défaite contre Jeremiah Wells ouais, pas terrible. Hein. qui est violente, hein. C'est une très très belle victoire de Jeremiah Wells. Ouais. Il l'a tabassé, quoi. Donc en gros,
Warlley Alves, le truc, c'est que c'est un gars que personne ne connaît, on va dire. On va pas, voilà, ceux qui suivent à fond le MMA, ils le connaissent. Ceux qui suivent le MMA depuis longtemps, ils le connaissent de par sa victoire contre Colby Covington, évidemment. Mhm. Mais aujourd'hui, les nouveaux fans et les fans casuels, Warlley Alves, ça leur Oui. dit pas grand-chose. C'est Mm. pas pour autant qu'il est mauvais. Quand on regarde son palmarès, il a des belles victoires. Il a Mm. vraiment des belles victoires. Il a des défaites qui sont bof bof, donc c'est quelqu'un qui est plutôt irrégulier Mm. Mm. dans son style. Exactement. Mm. Je le considère comme complet, moi, personnellement. D'ailleurs, quand on regarde ses victoires, 4 par KO, 6 par soumission, 4 à la décision. Tu vois, c'est pareil sur les défaites, 2 par KO, 1 à la soumission, 3 par décision. Voilà, c'est quelqu'un de relativement complet, plutôt un gars du sol, hein, plutôt un artiste du sol. Mm. Et ici, bon, il monte de division pour rencontrer quelqu'un qui est lourd pour la division en Ikram Aliskerov. 14 victoires, une défaite. Sa seule défaite, on la connaît, c'est contre Khamzat Chimaev à l'époque où ils étaient tous les deux au Brave. Ça remonte Mm. à 2019. Aliskerov qui sort d'une victoire contre Phil Hawes. Avant ça, il a été qualifié, enfin il a été signé à l'UFC via le Dana White Contender Series par une Kimura, même style que celle que Islam Makhachev a placé sur Dan Hooker, hein, tout en Mm. technique, tout en puissance. Un finisher. Hein. Alice Karov, c'est combien de finish? Quasi tout. Hein. 5 victoires par KO, 5 par soumission, 3 à la décision. Et forcément, sa seule défaite, c'est par KO sur l'uppercut de Khamzat Chimaev. Qu'est-ce qu'on veut dire? Gros background en sambo. On l'avait Ouais. bien analysé. Hein, c'est là l'élément sur lequel on peut vraiment le critiquer, c'est ses déplacements debout. Pas du tout extraordinaire. Pour le reste, il frappe fort. Son grappling est puissant, en pression, très Mm. technique en plus de ça, opportuniste. Donc ouais, c'est difficile de voir un chemin pour la victoire pour Warlley Alves ici. Hein. Bah écoute, moi je t'avoue que j'ai mis une pièce sur lui. Oh waouh, sérieux? Tu trouves? Ah, attends, allez, je vais te poser la question. Est-ce que tu penses que Ikram Aliskerov est légèrement surestimé? Non, du tout. Non, non, Non. non. Non, non, là je fais un dog avec les lettres en majuscules, tu vois, hors passe et non, en fait, je vois Ikram le manger tout cru. Je pense que l'UFC a une stratégie qui ressemble à la même stratégie qu'ils ont pu avoir avec Pereira, c'est-à-dire une sorte d'animosité, une sorte d'historique d'un combattant hors UFC, qu'ils font venir à l'UFC, qu'ils font monter rapidement pour pouvoir avoir un adversaire de choix pour Khamzat Chimaev. Tu comprends? Sur Mmh. Ikram Aliskerov. Et donc je pense que c'est une des principales raisons qui ont fait que ils lui ont proposé un Paulo combattant Costa, Aliskerov? à la base, il devait faire un main event contre Paulo Costa. Ah Ça avait ouais, été ouais, annoncé en même temps. Tu te rappelles? Il y avait Strickland contre ouais, t'as raison, Magomedov ouais, t'as raison. et Paulo Costa contre Aliskerov. Et tout le monde s'est posé la question de pourquoi ils n'avaient pas fait Strickland contre Costa et Aliskerov contre Donc Magomedov. pour moi le Paulo Costa et le Aliskerov, c'était clairement pour construire un combat pour Khamzat Chimaev. D'ailleurs, bah, le combat qui a suivi avant l'annulation, c'était vraiment pour le faire monter dans le top, tu vois. Mmh. Et là, bon, bah, c'est un remplacement de dernière minute. Je pense que ça le fait un petit peu briller, mais je pense que clairement, ils veulent ne prendre aucun risque sur sa victoire. Donc, je vois clairement une victoire d'Ikram Aliskerov. Cependant, je mets un quart d'unité, non pas sur une victoire d'Alvé, mais sur une victoire par KO TKO au premier round, à 19. Le mec est chaud, ok. J'aime bien, Ouais, j'aime ça bien. va, je prends pas beaucoup de risques. Non, mais Donc c'est en vrai. gros, je mets un quart d'unité pour vous dire que j'ai vraiment pas confiance dans ce pari-là. La cote est à 19, je crois. Donc si avec un Alves qui se dit vas-y, je vais pour le tout, tout pour le tout. Je pense qu'il Mmh. tape fort. Je pense que il a des angles un peu pourris. On pourrait avoir enfin, tu vois, des angles d'attaque Ouais, ouais, ouais. franchement Ils sont compliqués. bizarres. Ouais. On pourrait avoir un Ikram Aliskerov qui est
évalue mal, entre guillemets, la dangerosité des 15-20 premières secondes et qu'il se fasse toucher, tu vois. Alors la cote elle est à 19 hein, donc voilà, je suis absolument pas confiant là-dedans et personne ne l'est. Mais bon, je mets 0,25 et mon gain potentiel est 4,75, 4,75, tu vois. Ouais. Donc je me dis allez, c'est bon, c'est pas grave, on y va, on Ouais. teste. Voilà. Ça passe. Alors, ce genre de cote, ça passe une fois sur 18 et t'es gagnant, hein. Tu paries 18 fois sur ce genre de scénario et ça arrive une seule fois. Bah, sur le long terme, t'es gagnant. Donc, intéressant. Voilà. Donc ça c'est mon premier pari sur cette carte. Et son dernier, enfin juste pour compléter, hein, la dernière victoire de Warley Alves, c'est contre Mounir Lazzez et c'est sur un KO au premier round. Donc il en Ouais. est capable, hein, on l'a vu qu'il en était capable. Et Mounir Lazzez, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui survolent ce gars. Moi, je le trouve très bon. Moi, je trouve que c'est un bon combattant. Il se fait vieux, mais c'est un bon combattant. Et contre Nicolas Dalby, il a été très très agressif début du premier round, ce qu'il ne faisait pas avant, tu vois. Ce qu'il ne faisait pas avant. Ouais. Alors, clairement, hein, là c'est... Moi je vois Ikram le mettre au sol et sûrement le soumettre au deuxième, tu vois, ou TKO, tu vois. Mais bon, je me dis à 19, 0,25. Ouais. Moi je suis en Ça train... passe. Du coup, tu me fais réfléchir, tu vois, je me dis effectivement, à la place de Warley Alves, il a tout intérêt à commencer fort. Face à Ikram Aliskerov, qui est capable, enfin, tu vois, qui est un opportuniste, capable de finaliser rapidement, que ce soit debout ou au sol. Donc, je suis en train de regarder. Ikram dans le round 1, la cote est à 2. Je pourrais me laisser tenter. Ou alors, je vois Ikram dans le round 1 ou 2, 1,44. Ouais, non, celle-là, elle est... elle est pas top. Elle est pas super attirante. Ouais, je vais encore réfléchir sur celui-là, mais c'est vrai que là, tu me donnes une piste. Tu me donnes une piste sur Warley Alves pourrait commencer très fort. Et du coup, bah, Alice Kerov n'est pas du genre à être dans la gestion, on va dire, de combat et pourrait aller à la guerre avec lui. Et donc, ouais, Alice Kerov, round 1, ça pourrait me laisser, je pourrais me laisser tenter sur une demi-unité là-dessus. Ah, que Alice Kirov profite de la fin du round 1 pour finaliser. Ouais. Et Moi, t'as pas. Attends. Ouais. Non. le seul truc qui me gêne avec sur moi ma cote sur Warley Alves là, je l'ai mis à 19 en KO TKO, c'est que je pourrais aussi le voir rentrer très 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 fort. J'aurais du mal à voir ce scénario là. Mais et que Alice Kirov plonge et se retrouve dans une guillotine aussi, tu vois. Ouais. Mais franchement, t'es à domicile, je vois difficilement Ikram taper sur une guillotine. Enfin, Ouais, en plus c'est ça le truc, c'est que souvent les samboïstes, je trouve, j'ai pas envie de me faire allumer, mais je trouve qu'ils ont tendance à aller dans des guillotines. Ils les défendent très très bien, mais pour prendre l'exemple numéro 1, avec Khabib Nurmagomedov, c'était un peu ça qu'on se posait comme question. Il s'est souvent retrouvé dans des situations où sa tête était prise dans une guillotine. C'est juste qu'il les défend très très bien. On pense notamment à Michael Johnson et à Dustin Poirier à deux, trois reprises. Donc voilà, c'est peut-être un scénario qui pourrait se produire. Ouais. On passe au suivant. Ouais. Magomed Ankalaev contre Johnny Walker, notre petit foufou favori. 1,25 pour Ankalaev, 3,75 pour Johnny Walker. On est sur un 75-25 qui se dirige tout doucement vers un 80-20. Chouette combat. On a un peu le combat de la mesure contre le combat de la démesure, on va dire. Magomed Ankalaev, 18 victoires, une défaite, une égalité, 9 victoires par KO, une par soumission, 8 à la décision. On est chez les light heavyweight, donc le ratio de finish n'est pas extraordinaire du côté de Ankalaev. Pourtant, on sait qu'il a de quoi finaliser ses adversaires, que ce soit avec des front kicks au visage ou avec des gros overhands. Ceci étant dit, il est de plus en plus dans la mesure. Je trouve que plus sa carrière évolue, plus il est... presque attentiste et ça pourrait se retourner contre lui. D'ailleurs, je me demande si contre Jan Blachowicz, on pourrait pas lui reprocher justement d'avoir été trop attentiste et de laisser la victoire lui filer entre les doigts. Du côté de Johnny Walker, on est à 21 victoires pour 7 défaites très très grand, 1m98, 2m8 d'allonge du côté d'Ankalaev, toujours intéressant de comparer, 1m91,
1m91 d'allonge. Ouais, donc il y a 7 cm de plus pour Johnny Walker et une allonge bien supplémentaire. 16 victoires par KO, 3 par soumission, 2 à la décision. Sur les défaites, 4 par KO, 1 par soumission, 2 à la décision. Il est à 7 victoires pour 4 défaites à l'UFC. Je rappelle juste les 3 derniers combats de chacun. Pour Johnny Walker, il soumet par étranglement arrière Cute là-bas dans la première reprise. Il finalise Paul Craig après 2 minutes 16 dans la première reprise et il gagne à la décision contre Anthony Smith. C'était en 3 rounds. Ankalaev, de son côté, il sort de son égalité contre Jan Blachowicz. Ça remonte à décembre 2022. Il n'a pas vraiment été actif récemment. Avant ça, il avait gagné par TKO contre Anthony Smith. Et puis, avant ça, il avait gagné à la décision unanime contre Thiago Santos. Comment est-ce que tu vois ce combat? Bah écoute, je le vois dans un combat mesure contre des mesures bridées, mesurées maintenant, tu vois. Ouais, depuis qu'il est au SBG. C'est vrai que ça, il faut mettre une Ah, petite astérisque. Il y a eu. Mais donc c'est quoi cette défaite ouais, contre Thiago Santos et c'est contre Thiago Santos hein, que c'était un peu décevant. Où t'as l'impression que John Kavala a voulu tellement le cadenasser qu'il était trop cadenassé et qu'il a rien fait de ce combat. Alors que justement, contre Anthony Smith, il était bien cadenassé aussi, hein. c'est vrai. Enfin, C'est quand vrai. tu Et c'est son dernier. regardes, c'était jab, low kick, il y a eu, enfin non, calf kick et tout. Et pour moi, il avait vraiment du chemin pour battre Anthony Smith de manière beaucoup plus efficace, tu vois. Ouais. Sur ce combat-là, moi en gros, je pense quand même que les calf kicks de Johnny Walker ont été efficaces, hein. Sur son dernier combat, je pense que ça va être exploité. Je vois difficilement le camp SBG passer à côté de ça, vu comment Ankalaev les a subis lors de son combat contre Jan Blachowicz. Exact. Mais ces 3 rounds, je vois difficilement en 3 rounds un finish grâce à ça aussi, tu vois. Je vois très peu de chemin pour la victoire pour Johnny Walker. Ouais. En fait, c'est ça le truc, c'est que dans un combat mesuré, j'ai du mal à voir Walker l'emporter. Comme tu dis, je pense qu'il va exploiter ce calf kick. Mais s'il le fait, ça risque de pousser davantage Ankalaev à lutter. Et je pense que si Ankalaev vient avec une stratégie intelligente ou dans les circonstances de combat se sent forcé d'aller lutter, il va trouver un chemin vers la victoire, soit de manière safe à la décision, en emportant par de la domination au sol, soit même par finish au sol. Et même debout dans un combat mesuré, je pense que Ankalaev a clairement ses cartes à jouer. Je pense que quand il frappe dur aussi. Et le problème, c'est que Johnny Walker, j'ai plus aucune confiance en son menton. Il recover très vite, mais par contre, il est capable de tomber sur des frappes un peu... c'est des frappes de light heavyweight, on est d'accord, mais c'est pas le meilleur menton de la division, tu vois. Ça l'a jamais été, hein. Ouais, c'est clair. Non, ça l'a jamais été, mais au début, on l'avait pas vraiment... on l'avait pas vraiment vu, tu vois, dans ses 4 premiers combats à l'UFC, ça n'a pas été testé. Et depuis qu'on a vu ce que ça donnait quand on le frappait fort, on se dit, ok, on peut pas faire confiance en son menton. Donc ici, c'est un combat où... Mais tu te rappelles, c'est lui hein, qui avait pris 4 ou 5 knockdowns là, dans un combat avant l'UFC, tu te rappelles? C'est lui, non? C'était trop drôle, ouais, c'est lui. C'est lui. Mais c'est là aussi, il recover vite. Ah oui, mais il tombe, clairement. tu vois. C'est du pur Johnny Walker. D'ailleurs, tu sais quoi, je vais le mettre à l'envers sur le thumbnail. Là, je vais mettre les combattants à l'endroit et puis je vais mettre Johnny Walker à l'envers, ça va être drôle. Ouais, en fait, ce combat, je me dis, Johnny Walker aurait une chance s'il venait comme il est arrivé à l'UFC. Faire le fou total dans la première reprise. Il a une chance là-dedans, vraiment. Je pense qu'il a une chance de nous surprendre en venant jouer un peu la carte du tout pour le tout. Mais je vois pas John Kavanagh avoir cette stratégie. Je vois pas un produit du SBG venir avec une stratégie pile ou face. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis entièrement d'accord. Alors, il y a un espace où ça pourrait arriver, et il l'a fait contre Paul Craig, c'est au clinch ou sur des tentatives de mise au sol.
où là, Mhm. il va balancer la sauce, il va frapper, et bah, il avait mis KO, comment il s'appelle, Paul Craig comme ça, hein, Et sur une Rountree single, aussi, hein, si sur je une dis pas de single leg, bêtises. hein. Rally Ah Round, ouais, ouais. sur, Roundtree, je me rappelle plus, mais en tout cas, sur Paul Craig, c'était C'est au ça. clinch. C'était Rountree, au c'est au clinch taille et puis il en met plein d'affilée comme ça. Oui, 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 oui. Donc ça pourrait être une zone où il a encore cette liberté un peu de violence, tu vois, vraiment absolue, et d'aller taper pour assommer, mettre KO. Et, et ça pourrait être un espace, ouais, tu as raison. Ça pourrait, enfin voilà, je pense que ça pourrait être un espace. Mais clairement, sur la zone combat mesuré, moi je le vois pas arriver comme il était quand il arrivait à l'UFC, aller avec des genoux sautés, euh, Mhm. partir dans tous les sens. Surtout qu'il vient de gagner d'une manière très mesurée Mhm. sur son dernier combat. Eh ben justement, maintenant qu'on parle de ça, parce que j'ai l'impression qu'on est tous les deux assez d'accord sur le fait que choisir un... Enfin, ouais, je pense que ici c'est un dog pass. Personnellement, Euh, tu peux, allez, ceux qui peuvent se laisser tenter en se disant, allez, je pense que Walker il va avoir un brin de folie et il peut trouver son ouverture. Et le 80-20 est exagéré, enfin le 75-25, 80-20 est exagéré. Mm. Je crois qu'il y a un argument à aller chercher pour tenter sa chance sur Johnny Walker. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, comme on le dit, Anne Kalev est de plus en plus mesuré slash attentiste. Mm. Walker, on l'a vu cadenassé par SBG, Mm. surtout quand il combat des gars un peu dangereux comme Thiago Santos. C'est allé à la décision. Et ici, je vois combat à son terme, oui, 2.5. Celle-là me tente beaucoup. Celle-là me tente beaucoup. Je dois avouer. Ça, ouais, Mm. je crois C'est que je vrai vais que me ouais. laisser tenter par celle-là. Parce que je peux vraiment voir ce combat aller à la décision. Je peux vraiment, vraiment le voir aller à la décision. Je crois que je vais déclencher là-dessus. Je Mm, crois que je vais mm, aller mm. foutre ma petite unité sur le combat va à la décision. Écoute, ouais, je pense que c'est un pari intéressant. Ouais. Décision. Ouais. Parce que je crois pas que, tu vois, Anne Kalaev, il me percute pas comme quelqu'un qui va écouter Dana White. Tu vois, Dana White, euh, ça l'a emmerdé. Vraiment, on va Mm, dire les mm, mm, termes, hein, ça mm, l'a mm, mm. emmerdé son dernier combat contre Jan Blachowicz. Il a trouvé ça relou. Et je Mm. pense pas que Anne Kalaev va se dire, mince, le président Non, de l'UFC a trouvé ma dernière performance relou, je vais y aller non, pour le spectacle. Non, il va non. venir pour gagner, comme il le fait toujours. Mm, Et Johnny Walker, il va se dire, ouais, j'ai quelqu'un de dangereux face à moi. Je suis capable de gagner des combats à la décision maintenant. Je vais venir chercher les calf mm, kicks, et, mm, etc., mm, etc. mm, Et mm, je trouve qu'il a bien amélioré son grappling depuis qu'il est au SBG, donc je le vois capable de survivre à la lutte de Ankalaev si Ankalaev décide de lutter. Donc j'aime bien. mm. Ouais, ouais, ouais. J'aime bien la Écoute, décision en mode 2.5 en plus. Je me serais peut-être pas laissé tenter sur un 2 ou un 1,90, mais là sur un 2,50, je ouais, suis, ça me tente bien. elle me suis séduit aussi cette option. Donc, possible que je la rajoute à mon choix général. Surtout que maintenant on a des unités en plus tous les mois. Alors là, je vais y aller là. Je vais pas me retenir. Eh ben, j'en profite pour faire un petit rappel, hein. Donc, cet épisode est dédié à notre collaboration avec Unibet. Donc, Mm, s'il vous plaît, jouez de manière récréative. Ne mettez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre, hein, tout simplement. Et comme l'a très bien expliqué Brian la dernière fois, nous, on part sur une logique on se donne un budget de 10 unités mm, par mois qu'on se rajoute sur notre compte. Et comme je l'ai déjà expliqué, 10 unités. Une unité, ça dépend de votre statut, on va dire. Donc, pour certaines personnes, une unité, ça va être 50 centimes. Et donc, mm. si vous voulez jouer comme nous et mettre 10 unités par mois sur votre compte, ça représente 5 euros par mois. Voilà, c'est comme faire un cinéma tous les Ouais, 2 mois comme budget. ouais. Et voilà, pour certaines personnes qui sont plus aisés et qui aiment bien ça, vous pouvez vous décider qu'une unité c'est 10 euros par exemple, et voilà. Mais chacun ses méthodes, tout ce qui compte, peu importe votre méthode, c'est que votre approche soit Mm, vraiment mm, 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 mm. récréative et que vous soyez là pour, voilà, ne pas vous tirer les cheveux si vous perdez des unités, tout Oui, simplement. c'est pour ça qu'on a rajouté ça, hein, de se rajouter des unités pour avoir vraiment l'aspect, comme tu dis, récréatif de on fait ça pour le plaisir et pas non
pour s'enrichir en se disant je mets 20 au départ et je regarde combien je me suis enrichi à la fin. C'est ça. Et de pas avoir C'est peur vraiment... en fait de tomber à zéro parce que tu sais que en fin de mois tu récupères tes 10 Ouais, unités et tu voilà, et peux de puis nouveau que t'amuser quoi. ça en devient un loisir, on est plus bah là comme maintenant en train de kiffer, chercher les scénarios et les trucs plus possibles, tu vois. Bah voilà. C'est plus plaisant encore qu'un cinéma, presque. Oh moi clairement de loin de loin. Que de- Ok, la suite alors. La Allez la suite. suite. Khamzat Chimaev qui rencontre Kamaru Usman qui vient sauver le combat en short notice, qui monte, tous les deux montent, hein, c'est important de le souligner, Khamzat Chimaev et Kamaru Usman, ils se rencontrent en middleweight, c'est juste que Khamzat était déjà prévu en middleweight pour cette carte et Kamaru Usman vient accepter ce combat, je sais pas, 8-9 jours de l'événement. Khamzat Chimaev est à 1.33, Kamaru Usman à 3.25. On est sur un 70-30 qui se déplace vers un 75-25. On a déjà fait l'analyse de ce combat, donc ici on peut directement, je pense, foncer vers ce qu'on Ouais. pense des cotes de Paris et ce qu'on aimerait jouer. Donc les amis, évidemment sur le co-main event et sur le main event, on va pas repasser au travers de qui est qui, on va pas refaire une analyse. Je pense que Brian et moi, on a dépassé l'heure sur Islam Makhachev contre Volkanovski, on a dépassé le 3/4 d'heure sur Khamzat contre Kamaru, donc on peut directement passer sur, ok, qu'est-ce qui nous intéresse dans les cotes? Est-ce qu'on va sur du simple? Est-ce qu'on va sur du combo? Est-ce qu'on va sur du détail? On est parti. Brian, Ok. qu'est-ce que tu as analysé, toi? Qu'est-ce que j'ai analysé? J'ai analysé que j'ai peur sur ce combat. J'ai peur que... En fait, le truc sur les codes de Paris comme ça, je les trouve justifiés en soi, tu vois. Ouais. Je les trouve justifiés. Mais j'ai réellement peur que l'on soit influencé par la hype de Khamzat Chimaev, les potentielles blessures de Kamaru Usman. Ouais. Est-ce qu'il y a un réel déclin ou est-ce que on est influencé en lien avec ces deux défaites sur la même personne? Sur la même personne, c'est pas deux défaites d'affilée, c'est sur la même personne, sur le même profil d'adversaire. Mhm. Et voilà. Donc, actuellement, moi, je reste confiant sur Khamzat Chimaev. On l'a étudié. Je pense que sa lutte va être supérieure. La lutte gréco-romaine en MMA et sa lutte MMA, je veux dire, pour moi, sera supérieure à celle de Kamaru Usman, qui va plutôt chercher la double leg et qui est tombé un peu amoureux de sa boxe. Comme tu précises souvent, Chris, face à des bons lutteurs qui tombent un peu amoureux de leur boxe. C'est un 3 rounds. Donc pour moi, c'est à l'avantage de Khamzat aussi. C'est un last minute. Mais voilà, dans un monde, je pourrais voir aussi où on se retrouve le lendemain, le dimanche, avec tous les fans de Kamaru Usman qui disent ouais, on vous l'avait dit, allez, blablabla, tu vois. Alors Et qu'ils ne l'ont pas dit, hein, c'est comme d'habitude, ceux qui s'expriment pas, ils sont là, ils le pensent très fort, et puis ils une fois attendent. que la réalité est là, c'est ah, vous êtes nuls, vous êtes... Non mais mec, exprime-toi avant, hein, mets ta maison sur Kamaru, et puis il vient dire ah, je vous l'avais dit, moi j'ai parié ma maison dessus, et maintenant j'ai 3 maisons, parce que tu fais fois Mm. 3.25, tu vois ce que Voilà. je veux dire? Mais, mais voilà, il y a quand même une petite partie de moi, ce petit 20% qui me dit est-ce qu'on n'est pas tous en train de surestimer et sous-estimer l'un et l'autre? Voilà. Dans tous les cas, j'ai mis, je vais mettre mes unités sur Shimaev. Ok. Et Ok. j'hésite entre une ou deux unités. Hmm. Alors, Victoire le simple, truc, enfin. Voilà. en fait, moi je te rejoins. Je pense que ça a peut-être été mal interprété dans notre analyse, parce que j'ai vu pas mal de commentaires qui disaient que on avait défini Khamzat comme un striker d'élite, alors que j'ai pas l'impression qu'on l'a défini comme tel. Non. Euh, Pas du tout. Ah ouais. Il y a pas mal de gens qui ont dit ouais, vous enterrez trop vite Kamaru Usman. Alors peut-être que dans notre façon de nous exprimer dans le podcast, on l'a enterré dans ce combat de par le fait qu'on pensait qu'il allait aller vite sur son dos et que sur son dos il allait peut-être galérer contre un profil contre Khamzat. Cela n'empêche, je vais nuancer ici, Kamaru Usman, c'est un des meilleurs welterweight de tous les temps en termes de Mm. compétences pures et dures.
Bah, il est incroyablement complet, il est très très bon, il est très intelligent. Mais il y a plusieurs éléments qui nous font peur. C'est un short notice, on ne savait pas dans quelle forme il Mm, était. C'est dans la division du dessus. Il sera peut-être aussi mm, en déficit de poids, par conséquent de force contre quelqu'un comme Khamzat. Il y a mm, toujours ses genoux ça fait longtemps qu'on en parle. Il est sur 2 défaites d'affilée, donc tu sais, mentalement, tu as aussi cette aura du champion qui n'est plus du tout présente. Une des 2 défaites, c'est par KO à la dernière seconde, ce qui te fait perdre un peu confiance en ta responsabilité défensive. La deuxième défaite, c'est vraiment, bah, je prends un 49-46, donc voilà, il y a un état d'esprit aussi dans lequel il vient. Maintenant, je pense qu'il a réussi à se remotiver en disant: «OK, je vais aller chercher cette ceinture middleweight, ça va être bon pour ma carrière et cetera et cetera». Mais moi, je peux pas me dire que, on va avoir une meilleure version de Kamaru par rapport à quelque chose du passé. Il commence à être âgé, il commence à avoir un kilométrage de combat parce qu'avant de venir en MMA, il avait déjà une carrière dans les sports de combat. Donc, mm. De lutte, hein. heu, ouais, son Mm, corps commence mm, à mm, souffrir. Je vais l'exprimer différemment. Les genoux, on sait qu'il a eu des problèmes aux genoux. C'est mm. pas aujourd'hui que ses genoux seront dans un meilleur état qu'avant. Donc pour moi, on a déjà vu le meilleur de Kamaru Usman. Mais, je viens de regarder. 6,5 sur Kamaru à la décision. En 3 rounds, hein. En 3, ouais, je sais. Ou, et j'hésite vraiment à faire le petit fou là. Match nul, 81. Je serais. Non, non, mais alors écoute-moi. Khamzat, 18, c'est un peu. 9-10, 9-10. Voilà, c'est ça. Khamzat, c'est le genre de mec qui te tape des 18. C'est un Khabib, tu vois. Dans le premier round, tu peux voir un Khamzat qui tape un 18, mais qui se fatigue. Et un Ousmane qui revient force mentale et qui va naviguer en croisière pour prendre un 19-19 sur le 2 et le 3. Et donc, je me Écoute, demande si je mettrais pas un 0-1 sur une égalité, parce que tu mets le j- 0-1 à l'égalité, elle passe, t'as 8 unités qui rentrent, quoi. j'allais te le dire, un 0-1, c'est vrai que. Tu perds rien, tu vois, tu perds 0-1 et Ah, à vous, le scénario est imaginable. plausible, hein. Ouais, C'est c'est vrai. plausible, tu vois. Khamzat qui commence fort, qui obtient son takedown, qui arrive à rider, à mettre des frappes, à menacer des soumissions, mais qui trouve pas son finish et qui s'est fatigué, qui a liquidé son gas tank. Et un Kamaru qui, comme on l'a dit dans l'analyse, était un peu dans le minimum, tu vois. Je fais en sorte de pas prendre des grosses frappes, je fais en sorte de pas me faire soumettre, mais je dépense pas trop d'énergie. Comme ça, dans le 2 et le 3, je reviens. En plus de ça, on l'a dit, Ousmane, je sais pas, ses 6-7 derniers combats, c'était des 5 grands. Donc, même s'il Mm. se préparait pas pour cette date-là, je m'attends à ce qu'il soit meilleur en gestion d'énergie et un meilleur cardio que Khamzat. Et donc, je Mhm. pourrais le voir revenir. Et donc, j'hésite à mettre 0,1 sur l'égalité et aussi un petit 0,2 sur la décision pour Ousmane, tu vois. Je mets 0,3 sur ce Eh, combat parce que j'ai aucune confiance. Mais si un des deux scénarios se produit, écoute, je pense que tu fais bien. merci. Je pense que ce scénario, vu que c'est un 3 rounds, peut-être que le premier round va avoir l'intensité de 2 ou 3 rounds, tu vois. Mhm. Et que effectivement, à l'entrée du deuxième, c'est comme s'il s'était passé 3 rounds d'avant et qu'on soit dans le 4 et 5 et qu'il le prenne avec son excellent jab, etc. Et qu'il arrive un peu à Mhm. trouver ouais, ouais, ouais. Je vais l'exprimer différemment, tu vois. Parce que j'aime bien faire ce genre de calcul, tu Mm. vois. Si le combat a lieu 50 fois, il y a bien une des 50 fois où on tombe sur une égalité. Et comme la cote est à 81, c'est intelligent d'aller mettre son dixième d'unité dessus. Mm. Écoute, elle est intéressante. Alors surtout, mettez pas votre maison sur une égale. Non, 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 non. Vous allez Mais- pas, vous allez pas pouvoir avoir un quartier après ou une ville, tu sais. non, non, et les gars, ouais, c'est bien ce qu'on dit. J'ai écouté Chris et j'ai acheté un village. Non, non. J'ai mis un dixième d'unité. Alors, à moins qu'une maison, ça représente un dixième d'unité pour toi, ce qui signifie que tu es Elon Musk, Ouais. ne mets pas une maison dessus, tu vois. À moins que tu sois, comment il s'appelle celui qui parie là tout le temps des sommes, Drake. Drake. Ouais. Non, non, mais tu peux mettre une maison de ton jeu Monopoly, tu vois. Ah, Une c'est maison ça. du jeu Monopoly, voilà. Là, d'accord. Ok. Ouais.
Écoute, en tout cas, sur ce combat-là, c'est vrai que ça reste plausible. Et je pense que tu as trouvé une petite cote ouais, qui est assez rigolote, en tout cas. Et Hmm. c'est quoi l'expression que tu as dit? Foufou? Non. Foufou. Foufou. En tout C'est cas, un peu ouais. le mot Ouais, ouais. du. Ouais. Moi, Allez. pour l'instant, je suis sur 2 unités sur Shimaev, une victoire. Je le vois prendre ce premier round, grosse intensité et réussir quand même à prendre un deuxième round ou un troisième. J'aime beaucoup ta possibilité d'égalité parce que c'est vrai que je le vois aller à fond au premier round et avoir un peu plus de mal dans le 2 et 3. Hmm. Donc soit En plus, ça. il y a un petit truc que j'ai appris hier, c'est que ils savent toujours pas qui sera dans le coin de Khamzat. Et donc, tu vois, cette instabilité de last minute, ça peut aussi avoir son petit effet, tu vois. Ils savent pas encore si, tu vois, tu disais Mm. qu'il était plus à All Stars, mais apparemment il y a encore des discussions pour que Andreas soit dans le coin, mais soit pas le head coach. Ah ouais. Donc tu vois, il y a des trucs qui sont encore en discussion qui devraient pas être en discussion, tu vois. C'est le genre de truc quand tu rentres dans ta fight week, ça doit être settle, tu vois, ça doit être Ouais, mais je défini et pense que tout. Donc de toute façon, il va pas. Ça va pas influencer si dans sa tête il est déjà en train de se dire je vais le terminer au premier round, peu importe qui sera dans son coin au final, tu vois. c'est clair. Et vu qu'il semble que ce soit encore en discussion, je pense pas que ils aient un game plan, tu vois, genre prédéfini, Mm. tu vois. Donc non. Écoute, ouais, très plausible. Très plausible. Moi, sur quoi je vais pas parier ici sur un Dogor Pass, c'est Kamaru Usman. Mm. Et j'espère, alors pour tous ceux là, qui disaient qu'on voyait Khamzat comme un striker d'élite, je pense pas qu'on ait dit ça. Je pense on, on a On a dit qu'il surtout frappait fort. qui frappait fort et qu'en fait, ben, il était pas si mauvais que ça debout, quoi. En fait, il faut pas voir les choses tout blanc ou tout noir, genre ah c'est un lutteur et il sait que lutter et donc Kamaru Usman c'est un striker d'élite. C'est pas non plus un striker d'élite Kamaru Usman. Hein. Non. C'est 2 lutteurs et nous en tout cas moi mon point c'est que je voyais Shimaev être supérieur grâce à sa gréco et grâce à sa lutte adaptée au MMA face à un Kamaru Usman qui est un lutteur de folk style qui, depuis ces dernières années, est tombé enfin voilà, qui est vraiment beaucoup plus concentré sur son striking et, euh, et qui a moins développé sa lutte à la cage, par exemple, ce genre de choses. Donc il est très bon pour défendre tout ce qui va être double leg, single leg, les scrambles. Et par contre, en gréco, enfin, il faut rester honnête, hein, les amis. Moi, je suis un grand fan de folk style, c'est ce que j'enseigne et ce que je regarde, mais je pense que la gréco reste supérieure. Mm. En MMA. En MMA. Ok. Main event, Islam Makhachev qui était à 1.36, il est passé à 1.37. Bon, pas de rechangement entre hier et aujourd'hui. Alex Volkanovski qui est à 3.0, 3 pile poil. On est donc sur un bon 70-30 tout simplement. On va directement le dire. Au moment où les codes sont sortis, Islam Makhachev était à 1.5. Brian et moi avons mis 2 unités dessus. Ça, c'est déjà ancré. On peut plus revenir sur notre décision. Il y a le petit John, là, tu vois, le mec qui est avec nous sur la chaîne. Il nous a copié. Hein. Il a vu qu'on avait mis 2 unités. Il est venu. Il a dit, je mets 2 unités aussi. Donc, comment je l'insulte, il n'a même pas un droit de réponse. Qu'est-ce qui t'intéresse ici? Le round 3. Ouh! Ah, tu m'as dit hier que tu avais rêvé. Tu avais rêvé d'une victoire de Volkanovski par finish, c'était ça? C'est à 6, hein, ça? Round 3, c'est à 11. Ah oui, toi, tu veux carrément prendre le risque, quoi. Non, c'est le choix du round, là. Ouais. Donc c'est... C'est pas le choix du vainqueur dans le round, hein. Ah, juste round 3. Attends, je dis pas de bêtises. Hein. Donc, Victoire au round. Ah non! Durant quel le round? combat se termine au... Ouais, le combat se termine au round 3, t'es à 8.5. Ah, je croyais que c'était à 11. Bah ouais, bon, 8.5, Ah, ça ça a va. peut-être bougé depuis hier.
Donc toi, tu vas faire le pari Khalil. J'appelle ça le pari Khalil parce que c'est round 3. Yes, round 3. Je vais faire le pari Khalil. Ouais. Ok. Ah, mais en fait, ouais, c'est Makhachev Non. dans le round 3 qui a 11. Ah, non. Alors c'est... ouais. Volkanovski dans le round 3 est à 26. Non, 8,5 alors. 8,5 c'est bien. C'était celui-là qui m'intéressait. Pour 2 raisons. Je ne vois absolument pas Volkanovski gagner par soumission. On avait dit pareil sur Prochaska contre Glover Teixeira, c'est le mec qui essaie d'influencer de ouf. Ouais, mais Glover, il a déconné, là. Je pense que Ouais. c'est lui, il avait parié contre lui par soumission au dernier round, c'est pas possible. Il s'est dit, attends, la cote, elle est à 12 000, là, je vais mettre 10 euros, c'est bon, tu vois, Je suis millionnaire. c'est clair. Il a demandé à James Krause de faire son pari, tu sais. Non, round 3, j'aime bien le round 3. J'aime bien le round 3. Je pense que Islam pourra avoir encore assez d'énergie pour trouver un TKO, tu vois. Ça serait plutôt sur du TKO que je verrais l'emporter. Et je pourrais voir aussi un Volkanovski dans le round 3 trouver une ouverture pour un KO TKO, tu vois. Donc je regardais, mais pour genre 0,25, tu vois, un quart d'unité, c'est vraiment... Intéressant. C'est intéressant. La cote de Volkanovski par soumission, elle est même pas intéressante, quoi. Elle a 21. Moi, je m'attendais à ce qu'elle soit à 80, tu vois. Volkanovski par soumission, les gars. 21, c'est pas cool. Ça nous tente pas, quoi. Non. Moi, j'étais en train de regarder et c'est un peu... tu vois, j'étais en train de regarder plus que 2,5, mais ça a 1,35 la cote. Donc, parce que je vois le combat quand même durer un peu. Makhachev par soumission, c'est à combien? Ça, c'est à 4. Je suis pas tenté. Encore une fois, elle m'attire pas des masses. Elle ne Bah, m'attire pas des masses. la réalité, c'est que elles sont bien faites, hein, les Ouais. cotes au final, elles sont réalistes, hein. On dirait que c'est nous qui les Voilà, avons faites. en fait, comme j'ai déjà 2 unités sur Makhachev sur ce combat, je suis assez satisfait. Je vais continuer à regarder ce qu'il y a dans le détail, mais je pourrais peut-être me laisser tenter par un petit boost sur Islam par finish, sans préciser quel type de finish. Je pense que Volkanovski est très difficile à soumettre. On l'avait vu contre Ortega. En plus, avec son évolution grâce à Paul Craig, Paul Craig, oulala, Craig Jones. Après, Paul Craig, il aurait bien fait évoluer aussi, je pense, mais pas au niveau de Craig Jones. Mais ouais, Islam par n'importe quel finish, 2,65. Ouais, je crois que je vais mettre un petit boost dessus. Je crois que je vais mettre une demi-unité là-dessus. Je crois que ça se laisse tenter, celle-là. Ouais, ça se laisse tenter. Moi, je le vois difficilement perdre par finish quand même. Enfin, je pense que les Bon. paris, les cotes parlent d'elles-mêmes, hein. Il n'y a pas grand monde qui voit Volkanovski Attends, perdre. parce qu'il a dit qu'il était à 81 kilos. Alors, je sais pas si c'est fake news, mais il a dit lui-même, tu vois, Volkanovski, qu'il était à 81 kilos quand on l'a approché. Ce qui, moi, m'indique qu'il risque de pas être en forme optimale et qu'il risque de fatiguer. On l'avait vu, hein, fatigué contre Ortega. Le dernier round, il est un peu chaud pour Volkanovski. Il avait un gas tank de 22 minutes alors qu'il était bien prêt. Alors certes, contre Makhachev dans le dernier combat, c'est lui qui avait le meilleur gas tank sur les 25 minutes. Mais ici, je pense que il va vouloir peut-être appuyer un peu plus sur l'accélérateur en début de combat. Et ouais, je pense qu'il pourrait... dans la fatigue, je crois qu'il est finalisable, Volkanovski. Il s'est Ouais, déjà c'est vrai. bien fait connecter dans plusieurs combats, hein, par... Holloway dans le premier round du deuxième combat, quand il est chaud dans une soumission contre Ortega, il se fait toucher sur un direct avant.
Là, on est chez les lightweight. Il a fait l'ascenseur contre Islam Makhachev la fois passée. Donc ouais, je pense que Islam peut trouver son ouverture sur un finish. Donc je pense que je vais me laisser tenter par mes 2 unités sur Islam à 1.5 parce qu'on a été très rapide dessus Mhm. et une demi-unité en boost sur le finish. Comme ça, si Islam gagne à la décision, je suis gagnant de peu, mais gagnant quand même. S'il Mhm. gagne par finish, je suis très gagnant. Et si Volkanovski gagne, bah voilà, il y a un moment où il faut perdre des unités aussi. J'attendrai le Ouais, mois c'est suivant vrai. pour voilà. Et il y en a pas mal qui nous ont précisé aussi qu'il y avait une grosse différence sur ces 2 combats. C'est le temps de réhydratation qui est Oui, supérieur là, à Abu Dhabi. Donc merci dans les commentaires hein, de toutes les précisions. C'est vrai qu'on essaie d'être le plus au courant possible, mais des fois il y a des petites choses comme ça qui sont très spécifiques, très techniques. Donc il nous précisait qu'il y avait presque 10 heures de plus, je crois. ouais. On était à 26 heures et 39 heures, peut-être quelque chose comme ça. Il y a ça, il y a l'environnement dont on nous a parlé qui pouvait être différent. Mhm. D'être à domicile, hein, bien évidemment. Nous, on pense que ça va être un avantage pour Volkanovski de ne pas être à domicile, d'être plus concentré sur le combat. Mhm. Certains pensent que c'était plutôt l'inverse. Qu'il soit à domicile lui a donné un petit peu des ailes et plus de confiance. Ouais, c'est un argument, ça s'entend aussi. On est typiquement sur tout ce qui est non factuel ici, donc ouvert à la discussion, et c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a certains débats. Ouais, ouais. Par contre, comme tu l'as dit, on ne sait pas être au courant de tout parce qu'on travaille à côté de la chaîne YouTube, donc on ne sait effectivement pas être au courant de tout. Et en parlant de ça, comme on a dépassé 1 heure, moi j'ai une réunion qui va commencer, et Oh. comme on a fait le tour de la question, eh ben moi je vais filer travailler. Toi, c'est ton jour off, mais bon, Je vais j'imagine bosser qu'un quand même jour, un peu, ouais. voilà, un jour off chez les indépendants, ce n'est pas un jour off. Non, non, Donc, non. merci à toi, Brian, pour toute la préparation. On va faire un petit récap de toutes nos cotes sur Twitter demain. Ouais. Et Et donnez-nous vos cotes aussi, vos mises, vos ouais, vos mises, vos trucs, pronos. pronos Hmm, et les prédictions aussi, voilà, comme on dit. En voilà. commentaire, on va regarder ça avec attention. Merci, à très vite. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.